Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Disney? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ce qui veut dire que si l'entreprise vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Et ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Croissance des revenus, on adore ça. Période de Covid, baisse. Pour ceux qui savent exactement ce que Disney fait, elle est également un segment de parc, un segment parc d'attractions. Donc, les parcs sont présentement fermés, enfin, étaient majoritairement fermés pendant la période de pandémie. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a un revenu qui baisse également. Donc, évidemment, il y a également les ventes, on va se dire comme ça, le segment cinéma, qui était également en berne. Mais de ce côté-là, elle a pu à peu près remonter la pente en lançant son service de streaming Disney+. Donc, Disney+, en l'espace de 2 ans, donc de 2020 à aujourd'hui, Disney+ a augmenté son nombre d'abonnés de 30 millions à 129 millions en date d'aujourd'hui. Donc, on va beaucoup parler du streaming dans cette vidéo aussi. C'est l'occasion pour moi ici de mentionner que j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Donc, pour évaluer cette entreprise aussi, on va se dire que la période actuelle est exceptionnelle et entre-temps, elle a un nouveau créneau de croissance en date d'aujourd'hui. Et retenez que dans ce genre de secteur d'activité, c'est le contenu le plus important. Le contenu, c'est ça le nerf de la guerre. D'accord? Donc, j'aime ce que je vois ici. On remarque ici qu'avant la période de Covid, on avait plutôt une croissance aux alentours de 10% sur les 10 dernières années, 5% sur les 5 dernières années et 3% sur les 3 dernières années. Remarquez que c'est une compagnie qui croît par acquisition et de manière organique. D'accord? Donc, après ça, on regarde ici la marge brute. Donc, la marge brute ici est à peu près décroissante sur les dernières années. D'accord? Attention, ça peut être justifié par de nombreux investissements dans le streaming, parce que les investissements dans le streaming n'ont pas commencé en 2020. Ils ont commencé bien avant 2020. Donc, la période actuelle peut être expliquée, mais ne cautionnez jamais ça dans une compagnie si vous n'avez pas d'explication. Donc, quand vous voyez ceci, vous savez qu'en lisant les rapports financiers, on va poser les bonnes questions. Parce que d'habitude, on a des marges à peu près stables. Vous remarquez qu'on a une augmentation des marges ici. Donc, c'est une bonne chose. Ça peut également être dû à un ajustement comptable. Donc, le fait qu'on quitte de 20% ici à 40% en une année, ce n'est pas une question d'augmentation des prix. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, c'est un checkmark, mais ça doit être justifié. D'accord ? Ensuite, on regarde ici la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? On avait une croissance des marges EBITDA avant la période de Covid. Vous remarquez que, boum, hécatombe. À la période de Covid, tout s'est mal passé, tout était fermé. On a perdu énormément de sources de revenus. Donc, c'est la raison pour laquelle les EBITDA sont en berne. Donc, ça peut s'expliquer. Dans tous les cas de figure, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est capable de remonter à ce niveau? Je dirais oui pour Disney. Et je ne vais pas juste dire oui parce que j'aime Disney. Attention, il faut faire attention à ce que vous aimez et ce qui peut arriver normalement. D'accord? Donc, il faut se baser également sur la réalité des faits. Donc, Disney présentement, pourquoi est-ce qu'on a des EBITDA en berne? Ça doit être parce que les parcs sont encore majoritairement fermés. Ça doit également être dû à l'activité cinéma qui est présentement également en berne. Mais est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir remonter au niveau de 30%? Je pense que oui, mais ça, c'est mon avis. Donc, ici, on va se dire que c'est un checkmark parce qu'on peut l'expliquer. Maintenant, vu que l'EBITDA a diminué, c'est-à-dire que le ratio actuel dette nette sur EBITDA va nous donner une mauvaise information. D'accord? Donc, normalement, on cherche une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Vous remarquez même que, même avec des revenus en berne, elle a une dette nette sur EBITDA égale à 5. Alors qu'on cherche un ratio inférieur ou égal. Donc, imaginez, actuellement, on est à près de 14%, disons 15%. Donc, imaginez qu'on double. Donc, on quitte de 15 à 30%, qui était la moyenne. Ça veut dire que ce ratio-ci va également être divisé par 2. Si on le fait de manière mécanique, ça va être 5. Au lieu d'être 5 ici, on aura 2,5. Donc, qui est presque la moyenne qu'on avait avant la période de Covid, avant l'acquisition qu'elle a effectuée aux alentours de 2018-2019. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. C'est également un checkmark parce que je peux l'expliquer. D'accord? Maintenant, au niveau de l'évaluation, premièrement, on va regarder les free cash flow. Quelle est la marge des free cash flow ici? On remarque que les free cash flow ont tendance à augmenter. Elle a un pricing power. Ça veut dire que, regardez ici, 2010 à 2012, on a à peu près des free cash flows en tout de 11%. 2013 à 2017, on a à peu près des free cash flows aux alentours de 14%. Et à partir de 2017, on a des free cash flows aux alentours de 16 à 17% par là. Donc, les free cash flows ont tendance à augmenter. C'est-à-dire qu'elle a un pricing power. En date d'aujourd'hui, ils sont presque nuls.
aux alentours de 1%, mais c'est normal. L'essentiel, c'est qu'elle ne perde pas d'argent. Donc, cette entreprise, même quand tout va mal, elle ne perd pas d'argent et c'est déjà une bonne chose. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est quand on va évaluer cette entreprise, on doit l'évaluer par rapport à ce qu'elle devrait rapporter dans un environnement normal. Donc, dans un environnement normal, on peut s'attendre à au moins 15% en termes de free cash flow, avec un potentiel pour les 20% si le pricing power continue, et je pense qu'elle a un pricing power, mais ça, c'est mon avis. Également, je compare par rapport à l'industrie. Si vous la comparez par rapport à une entreprise comme Netflix qui peut avoir des marges de free cash flow de 20%, on a un potentiel ici. Attention, je dis des marges de free cash flow de 20%, mais si vous allez sur Netflix, vous n'allez pas voir 20% de marge de free cash flow parce qu'elle investit massivement pour la création de contenu. C'est l'occasion pour moi de revenir sur Netflix et de préciser ceci. Je sais présentement qu'il y a un avis négatif pour Netflix en date d'aujourd'hui, mais je vais vous dire une chose. Donc, on demande à Netflix de créer en une dizaine d'années à peu près la même taille de contenu que Disney a créé en une cinquantaine d'années et plus. Ce qui est carrément impossible, mais ça veut dire que Netflix a carrément les moyens de pouvoir le faire et elle le fait bien. Elle n'a pas besoin de l'argent externe pour le faire. Elle s'autofinance. Pour une compagnie de croissance, c'est correct. Et je sais que quand je parle de compagnie de croissance, vous allez vous dire, mais attends, j'ai pas entendu que Netflix a perdu des abonnés dernièrement. Oui, c'est normal, elle a perdu des abonnés. Mais c'est temporaire. Ce qui est sûr, le gâteau du streaming est assez vaste. Donc, à la fin de la journée, elle va perdre quelques abonnés, c'est sûr, mais la croissance va continuer. Mais ne confondez pas également. J'entends beaucoup de gens parler des différents films de Netflix qui ne sont pas extraordinaires, etc. Mais ne confondez pas vos goûts au goût des autres. Attention, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Netflix que votre voisin n'aime pas Netflix. Moi, particulièrement, j'aime bien Netflix parce que j'aime bien les documentaires sur Netflix. Mais j'avoue également qu'il y a des films qui sont limite bâclés. Soit à la fin de la journée, quand je regarde, j'ai eu Disney Plus également. Et Disney Plus, je me suis désabonné de Disney Plus parce que franchement, je ne voyais pas ce que j'allais faire là. Je m'étais abonné juste pour voir le Mandalorian. Et précision, c'était gratuit pendant 6 mois. Donc, parmi les abonnés de Disney actuellement, près de 130 millions d'abonnés, allez rechercher quel est le pourcentage qui ne paye rien du tout pour le moment. Parce que Disney Plus fait énormément de promotions en ce moment. Donc, pour ceux qui se plaignent que les prix de Netflix sont très élevés, attendez voir quand Disney va commencer à augmenter les prix. Pour ceux qui ont déjà eu Disney présentement, sans doute, si vous êtes en Amérique du Nord, il y a eu une promotion de 6 mois. D'accord, si vous étiez également abonné d'Amazon, etc. Donc, quand on parle également d'Amazon ici, c'est l'occasion pour moi de dire qu'Amazon a l'offre la plus attrayante. Pourquoi? Parce que avec une centaine de dollars par an, vous avez Amazon Prime, vous avez Prime Video et Prime Music. Si vous payez un supplément, vous pouvez avoir Prime Music Unlimited. Donc, à une centaine de dollars, je peux avoir la vidéo, l'audio, donc pour la musique, et également, je peux avoir la livraison en 24 heures. Juste avec une centaine de dollars. Donc, l'offre d'Amazon est bon marché par rapport à toutes les autres offres, que ce soit Netflix et tout le reste, parce que Amazon, c'est des offres combinées. Mais je dis également que le contenu sur Amazon, ce n'est pas un contenu extraordinaire. Mais ça peut vous permettre de vous divertir à moindre coût. D'accord? Si vous recherchez également la gratuité, vous pouvez utiliser Tubi TV. C'est gratuit, c'est de la pub également. Vous devez juste regarder la pub. Donc, en parlant de pub, vous avez également suivi que Netflix est en train de regarder comment faire pour pouvoir présenter la pub également. Donc, il y a des potentialités, il y a des potentiels de croissance. Le secteur du streaming est vaste présentement. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour Netflix, ça va très bien se passer. Présentement, elle a la bonne stratégie qui est celle de dépenser dans le contenu. Donc, ceux qui vont même gagner de l'argent dedans, ce sont les artistes, ce sont les compagnies, les boîtes de production. C'est eux qui vont faire beaucoup d'argent, les acteurs et tout le reste. Donc, n'oubliez pas que Amazon fera également beaucoup d'argent. Tous ceux qui vendent du contenu dans le cloud, vous pensez que les films actuellement qu'on vous présente sont où? C'est dans le cloud. Donc, AWS, Azure, donc le service de Microsoft, et le service de Google, donc le service de Google Cloud, c'est eux qui vont faire de l'argent présentement. Parce que tout le monde va vouloir créer du contenu. Il va falloir stocker ce contenu-là. Donc, on va le stocker dans du cloud qui est également fiable. Donc, c'est eux qui vont faire de l'argent. Donc, rappelez-vous, ce n'est pas les chercheurs d'or qui font de l'argent, c'est ceux qui vendent le matériel pour les chercheurs d'or qui font de l'argent. Donc, présentement, je dirais que Disney, dans son créneau, ils sont bien situés. Netflix également est bien situé. C'était une grosse parenthèse entre-temps parce que le secteur des médias, je suis très investi dans le secteur des médias. Donc, peut-être également, je peux avoir un raisonnement biaisé, mais faites attention à ce que vous aimez.
C'est pas parce que vous aimez quelque chose que ça sera forcément un bon investissement. Et c'est pas parce que vous détestez quelque chose que ça sera forcément un mauvais investissement. Ça va dans les deux sens. Donc, on peut avoir des free cash flow aux alentours de 20% dans le futur. Donc, à moyen terme, on pourrait revenir aux alentours des 15%. Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ce que j'ai pris ici, c'est ceci. Premièrement, je me suis basé sur les revenus actuels qui sont à peu près de 80... Voilà, on va se dire que l'entreprise prévoit avoir des revenus en fin d'année 2022, donc les prévisionnels, de 85 milliards de dollars, d'accord, prévisionnels, 85 milliards de dollars, et les analystes prévoient d'ici 2026 près de 115 milliards de dollars. J'ai arrondi, c'est 113,85, donc vu qu'ils n'auront jamais précisément raison, je préfère arrondir à 115. Donc, ça, c'est ce que prévoient les analystes dans le futur. D'accord? Vous remarquez également que les analystes ne prévoient jamais la baisse. Donc, ça peut surprendre énormément de personnes. Donc, faites très attention à ça. Donc, ça, c'est ce qu'ils prévoient. D'accord? Donc, il y a de bonnes chances également qu'on arrive à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça nous donne en termes d'évaluation? Première hypothèse. 15% de marge bénéficiaire sur 85 milliards de revenus, donc par rapport aux revenus de 2022. Ça fait 20 fois les bénéfices. Je rappelle également que pour le multiple, j'ai pris 20 fois les bénéfices uniquement. Je n'ai pas voulu aller au-delà de 20 fois les bénéfices par rapport à la période actuelle, même si je pense que en période inflationniste, le secteur des services est le meilleur secteur. Donc, éviter les secteurs à capital intensif comme, par exemple, le secteur de l'électricité, donc les utilitaires. Donc, je sais que vous allez me dire, oui, mais les utilitaires, on aura toujours besoin d'électricité. Mais attention, le coût va également augmenter pour eux. D'accord? Mais le prix de votre électricité n'aura pas tendance à augmenter au même niveau que les coûts parce que c'est régulé. Donc, faites très attention. Ceux qui sont investis présentement en Amérique du Nord, dans les compagnies, dans les utilities, regardez vos investissements à nouveau. Posez-vous les bonnes questions. En période inflationniste, comment est-ce qu'on va réagir? Parce qu'on investit énormément pour pouvoir maintenir le réseau en place. Donc, je reviens encore sur une autre vidéo ici. Ce n'est pas le but ici, mais c'est juste une parenthèse. Donc, 20 fois les bénéfices multipliés par 12 milliards 750, moins la dette nette ici aujourd'hui, divisé par le nombre d'actions, ça donne 112 $ l'action. Première hypothèse. Donc, je rappelle, première hypothèse, 85 milliards de revenus, 15% de marge bénéficiaire et un multiple de 20, ça donne 112 $ l'action. Maintenant, deuxième hypothèse. Revenu de 115 milliards, donc croissance sur on va se dire ici, sur les 5 prochaines années, selon les analystes, d'accord, avec 15% de marge bénéficiaire, donc 115 milliards de revenus d'ici 2026, 15% de marge bénéficiaire, multiplié avec un multiple de 20 fois les bénéfices, un multiple de sortie, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 162 $ l'action. Troisième hypothèse, hypothèse optimiste. 115 milliards de revenus, d'accord, marge bénéficiaire de 20%, tout à fait possible parce qu'on a déjà eu le potentiel, on est déjà allé aux alentours de 19% par le passé et on était sur une tendance d'augmentation des prix dernièrement. Donc, c'est le Covid qui nous a juste coupé l'herbe sur le pied, mais est-ce qu'on a le potentiel de le faire? Oui. Donc, 20% de marge bénéficiaire. Donc, 20% de 115 milliards, ça vous donne à peu près ici 23 milliards. Donc, 20 avec un PER de 20 fois les bénéfices. Donc, un PER de 20 fois les bénéfices, ça représente un rendement de 5%. Ce qui veut dire que si l'entreprise vous reverse la totalité des 23 milliards en termes de dividendes, vous aurez 5% de rendement. Donc, ici, 20 fois les bénéfices moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne 225 $ l'action. Donc, où est-ce que moi je vais me situer personnellement? Je vais me protéger, d'accord? Pas être trop optimiste, pas être trop gourmand. Pour moi, la valeur sera aux alentours de 162 $ l'action. Ça, c'est la valeur en date d'aujourd'hui. Parce que je crois fermement que Disney a la capacité d'atteindre 115 milliards de revenus d'ici 5 ans. Elle a la capacité d'avoir des marges bénéficiaires d'au moins 15%. D'accord? Donc, on pourra aller au-delà des marges. Mais si on va au-delà des marges, tant mieux pour moi. Si on se limite aux marges de 15%, tant mieux également pour moi. Si on va au-delà des 115 milliards, tant mieux également pour moi. Donc, ici, on a une opportunité d'investissement. Disney, en date d'aujourd'hui, le prix, la valeur que je lui octroie est de 162 $ l'action, qui sous-entend un revenu de 115 milliards, première hypothèse, d'accord, plus 15% de marge bénéficiaire, d'accord. Et pour y arriver, il va falloir que leur offre streaming soit de meilleure qualité, parce que j'ai testé l'offre streaming de Disney. Vous n'aimez pas Netflix, essayez un tout petit peu Disney. C'est pas très, très ergonomique. Donc, à la fin de la journée, ça, ce sont mes goûts.
Donc, je sais également que Netflix a un énorme catalogue et c'est le catalogue qui est important ici. C'est le nerf de la guerre. Donc, Disney vend également son catalogue à Netflix, une certaine partie, donc des films de merde, entre parenthèses. Je ne dis pas que Disney a des films de merde. Que le catalogue qu'il donne à Disney, à Netflix, c'est voilà, des films passés, etc. Donc les anciens Marvel, je pense même que les Marvel, il y en aura même presque plus sur Netflix ou bien sur d'autres plateformes de streaming. Donc le reste, voilà, les nouveaux films, etc., vous n'avez pas le choix que de regarder cela sur Disney+, ou bien dans du streaming piraté. Je sais également qu'il y a la concurrence du IPTV et du streaming illégal sur Internet. Personnellement, également, j'utilise beaucoup de streaming illégal. Mais vous remarquez qu'il y a des gens qui ne veulent pas se casser la tête. Il a son service de streaming, il l'utilise, ça va. Donc, dites-vous que à la fin de la journée, il y aura toujours ces petits trucs de côté, mais voilà, ça ne l'empêchera pas à Netflix ou bien à Disney de pouvoir continuer à faire de l'argent. Et surtout si on met la pub dessus, ça va très bien fonctionner. À la fin de la journée, vous savez que vous ne payez rien, vous avez juste qu'à regarder la pub, un peu comme YouTube. Vous remarquez également qu'on est presque à 1000 abonnés. Donc, bientôt, il y aura également la pub sur ma chaîne. Donc, il faut bien rémunérer le contenu également. Donc, à la fin de la journée, moi, je dirais ceci. Tout le secteur du média présentement est une opportunité d'investissement. La plupart des entreprises. Vous avez Sirius XM, vous avez AMC Network, vous avez Warner Bros. Discovery. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle présentement. Warner Media Discovery ou quelque chose comme ça. Vous avez également Paramount Global, vous avez Disney, vous avez Netflix. Tout ce secteur-là est présentement sous-évalué. Et en période d'inflation, laissez-moi vous dire que ce secteur-là va s'en sortir. Je ne m'inquiète même pas pour ça. Mais pour tout le reste, que ce soit dans les secteurs utilitaires ou dans les secteurs à capital intensif, c'est eux qui vont souffrir énormément. Donc, par exemple, le secteur de l'automobile, ils vont souffrir énormément parce qu'on achète l'automobile à crédit de toutes les façons. Donc, faites très attention présentement avec vos investissements. Il faut être extrêmement sélectif. Ne vous limitez pas aux dividendes parce que Disney a coupé son dividende et c'est la bonne décision. Moi, je privilégie généralement la santé financière de l'entreprise au-delà du dividende, d'accord? Je ne dis pas que je n'aime pas les dividendes, mais je sais une chose, c'est que quand j'ai une compagnie de qualité en portefeuille, tôt ou tard, ils vont distribuer un dividende, ils vont racheter des actions. Je ne m'inquiète même pas pour ça. D'accord? Donc, le fait que Disney reverse un dividende, c'est une certitude dans le futur. Ce n'est même pas quelque chose d'hypothétique, c'est une certitude. Mais je veux que Disney garde la majeure partie de son capital présentement pour investir dans le contenu et pour améliorer le service de streaming. Dans tous les cas de figure, pour moi, Disney représente une opportunité d'investissement. Donc, lisez vos rapports financiers, ne vous limitez pas juste aux états financiers. Allez-y comprendre ce secteur-là. Qu'est-ce qui rend une entreprise dans ce secteur-là une entreprise de qualité? Ici, je vous ai mentionné le contenu. Donc, quand vous avez du contenu, vous avez les muscles. Imaginez par exemple une entreprise comme Universal Music. Si Universal décide d'enlever tout son contenu de Spotify aujourd'hui, Spotify n'aura presque plus la même valeur. Parce que ceux qui aiment Drake n'auront pas le choix que d'aller écouter, par exemple, du Drake sur la plateforme streaming de Universal Music. Et ça ne m'étonnerait, je pense qu'ils feront cela dans le futur. Il y a de fortes chances qu'ils le fassent dans le futur. Parce que présentement, Spotify ne peut pas créer un nouveau Michael Jackson ou bien un nouveau Drake. C'est pour ça qu'ils se lancent massivement dans le secteur des podcasts, parce que c'est un secteur ouvert à la fin de la journée. Dans tous les cas de figure, je dis, dans chaque industrie, posez-vous les bonnes questions, d'accord? Lisez vos rapports financiers. Toute la connaissance est dans les rapports financiers. Toute la connaissance est dans les rapports financiers et nulle part ailleurs. C'est votre avantage compétitif à vous, à long terme. Et ce n'est pas juste en regardant les dividendes ou bien les états financiers que vous aurez un avantage compétitif. Attention. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. Et on se donne rendez-vous pour les 30 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Merci.